Bien, bonjour à tous. Donc merci d'être revenus pour cette deuxième journée des journées annuelles du GDR ou de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc on va commencer directement avec les exposés scientifiques de la session du matin. Et donc notre première oratrice est Sandrine Bonny du LMD, donc pas très loin d'ici, qui va parler d'organisation de la convection tropicale. Bonjour, vous m'entendez? Je sais pas si vous m'entendez assez ou pas trop. Ah. Bon. Je vais essayer de parler fort, mais dites-moi sinon. Ouais, peut-être. Mais ça va pas faire d'interférence avec ça? Je pense qu'il faut l'éteindre, mais normalement, hier, ça marchait bien avec celui-ci. Même si toi, tu n'entends pas le... C'est plus pour la salle, en fait. Donc, mais bon. Bon, on essaye comme ça. Si vous ne m'entendez pas assez bien, vous me dites. Donc, bonjour, voilà. Enchantée d'être là. Donc, je suis Sandrine Bonny. Voilà, je travaille au LMD sur l'organisation à mésoéchelle de la convection. C'est un des sujets qui m'intéresse bien. Et donc, je vais essayer de vous donner un tour d'horizon de quelques aspects intéressants de ce sujet-là. Je ne sais pas, sans doute Caroline demain en reparlera aussi dans son exposé. Il y aura sans doute un peu d'overlap, mais enfin voilà. Voilà. Donc dans les tropiques, là, c'est essentiellement la convection atmosphérique qui est responsable de la formation des nuages. Ah, ça ne marche pas ça par contre. Hop. Non, mais sinon je mets ça là. Attends. Non mais il suffit de le brancher en fait, peut-être. Ah ok. Si ça marche. Ouais, mais alors mon truc il va pas se monter forcément. Ah si, ça marche. Voilà, donc ce que je prévois de faire dans cet exposé, c'est vous donner une idée de la diversité des organisations mésoéchelles qu'on peut trouver dans les tropiques, discuter un petit peu des processus par lesquels la convection s'organise, discuter de si c'est important pour le climat. C'est une question qu'on ne se posait pas il y a quelques années, mais qu'on se pose maintenant sérieusement. On reviendra sur les processus physiques qu'on pense être importants pour l'organisation de la convection, et puis à la fin, on parlera de quelques questions ouvertes, voilà, sur lesquelles on a besoin d'éclairage varié, de la modélisation, de l'observation et de la théorie. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, dans les tropiques, l'essentiel des nuages sont d'origine convective, et la convection génère tout un spectre de nuages de différentes tailles. Donc il y a des petits nuages, là, comme ceux-là par exemple, qui font quelques kilomètres de haut, et puis des nuages plus profonds, jusqu'à 12, 13 km, parfois un peu plus. Et puis les nuages tendent naturellement à s'agréger en amas, très souvent, en formant éventuellement des grandes enclumes comme ça. Et ces nuages sont séparés par des zones de ciel clair qui sont beaucoup plus sèches que les zones nuageuses. Alors, quelques images illustrant la diversité des organisations qu'on peut trouver quand on les regarde depuis l'espace, parce que c'est quand même de l'espace qu'on les voit les mieux, ces organisations, soit à partir d'imagerie de satellites, soit à partir de la station spatiale, c'est la meilleure façon de les observer. Donc là, c'est un cas de convection profonde où on voit que les nuages ne forment pas trop d'amas. Là, ils sont un peu répartis un petit peu aléatoirement dans le domaine et ça correspond à ce qu'on appellerait de la convection popcorn. Et il y a d'autres cas où, au contraire, les nuages vraiment se rassemblent et forment des amas, comme on voit ici. Donc ça, c'est des cas de convection profonde. La convection parfois est peu profonde, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas quelques kilomètres, et sur Terre, l'essentiel des nuages convectifs sont peu profonds, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas 2-3 kilomètres, et ils sont pas nécessairement, enfin il n'y a pas de glace, il n'y a pas tout ça. Et ces nuages de convection peu profonde montrent aussi énormément d'organisations à mésoéchelle. Alors on les a beaucoup analysés au large de la Barbade. Donc, ça, c'est l'arc antillais, et ça, c'est la Barbade. Et on a organisé une campagne il y a 3 ans là-bas, donc on les a pas mal regardées, ces organisations. Donc, pour vous donner une idée de l'échelle, ça, c'est une centaine de kilomètres. Donc là, on voit que les nuages s'organisent le long de lignes,
par exemple, ou alors s'organisent en cercle, comme ça. Donc ça, c'est le type d'organisation qu'on peut trouver un jour donné. Et puis, un autre jour, ça peut être le lendemain, ça peut varier assez rapidement. On peut trouver des organisations complètement différentes comme celle-ci, où là, on a ce qu'on appelle des fleurs de nuages, des cloud flowers, où là, on a des... Alors, c'est toujours des nuages bas, hein, ça culmine à 2,5 km, 3 km. Mais c'est un agrégat de petits nuages qui forment une sorte d'enclume au sommet, donc comme les cumulonimbus qui forment aussi des enclumes, sauf que là, c'est une sorte de cumulonimbus miniature. Et ces nuages sont séparés par de l'air extrêmement clair et extrêmement sec. Alors, c'est ce qu'on appelle l'organisation des nuages. Donc, à mésoéchelle, c'est des dispositions spatiales variées des nuages. Mais ce n'est pas seulement la disposition spatiale, ça correspond aussi à des géométries verticales différentes. Parce que ces organisations de nuages sont associées à différents types de nuages qui ont différentes géométries. Donc, par exemple, quand on a donc là, c'est toujours au large de la Barbade. Là, on a différents types d'organisations qui coexistent. On a parfois des nuages qui sont très très fins, là, qui ressemblent à du sucre saupoudré sur l'océan. Donc ça correspond à des tout petits nuages. Si on les regarde avec des observations radar qui nous donnent une coupe verticale des nuages, ça correspond à des tout petits nuages qui dépassent à peine le niveau de condensation. Ils sont vraiment petits à la fois horizontalement et verticalement. Et puis on a parfois des nuages, comme par exemple ceux-ci, qui sont plus étendus verticalement. Là, ceux-ci, ils montent jusqu'à 3-4 km et ils peuvent donner déjà des précipitations assez importantes. Et puis ces nuages-là de type fleurs, donc correspondent à des amas de différents nuages et avec une couche stratiforme au sommet, comme on disait tout à l'heure, qui est vers 2-3 km d'altitude. Donc quand on s'intéresse à l'organisation à mésoéchelle de la convection, ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi les nuages s'organisent plus ou moins en amas et avec différentes géométries. Comment expliquer la proportion relative des nuages très petits ou plus développés verticalement. C'est ces deux aspects-là. Donc on a vu quelques exemples d'organisation à mésoéchelle. Bon, c'est vraiment une toute petite sélection comparée à toute la diversité des organisations qu'on peut trouver dans la nature. Maintenant, pourquoi est-ce que les nuages s'organisent? Alors, ça a été une question pour laquelle les idées ont beaucoup évolué les dernières années. Pendant très longtemps, en fait, on imaginait que les organisations de nuages étaient très gouvernées par l'organisation de la dynamique atmosphérique. Donc tout ce qui est ondes tropicales, influence du cisaillement de vent, etc., l'influence de la rotation, etc. Et un autre schéma interprétatif pour l'organisation de la convection, c'était par exemple de penser à des phénomènes du type Rayleigh-Bénard. Et notamment, par exemple, les analogies avec la convection de Rayleigh-Bénard a été pas mal faites pour un certain type d'organisations qui ne sont pas les organisations les plus fréquentes sur Terre, mais enfin qu'on voit assez souvent au-dessus des océans tropicaux pas trop chauds, à l'est des océans océaniques, à l'est des bassins océaniques, pardon, où on a ce genre de cellules ouvertes. Donc on a les nuages ici et à l'intérieur on a de l'air clair. Et on peut passer de cellules ouvertes à cellules fermées comme ça. Et donc les gens ont essayé d'utiliser ce genre d'analogie pour interpréter ces phénomènes, mais c'est pas complètement satisfaisant. Il y a beaucoup d'aspects qu'on n'arrive pas à expliquer par ces théories, notamment les rapports d'aspect de ces circulations qui sont très différentes entre ce que prédit cette théorie et ce qu'on observe dans la réalité. Mais depuis maintenant une quinzaine d'années, on approche ce problème de façon très différente. Et ça vient du fait que ce dont on s'est aperçu, c'est que l'interaction des nuages avec leur environnement, seul, sans forçage dynamique quelconque, est suffisant pour générer des organisations à mésoéchelle de la convection. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'auto-agrégation de la convection. Donc ça a été beaucoup popularisé par ce papier-là de Chris Bretherton en 2005.
avec quelques papiers précurseurs avant. Et en fait, c'est une découverte en fait, qui est arrivée quand on a commencé à utiliser des modèles Cloud Resolving Models, donc c'est des modèles à résolution kilométrique qui résolvent les nuages convectifs au moins les plus profonds, explicitement. Et pendant longtemps, ces modèles étaient utilisés sur des domaines qui étaient assez petits, genre une cinquantaine de kilomètres. Et quand on a commencé à utiliser ces modèles sur des domaines plus grands, typiquement plusieurs centaines de kilomètres par plusieurs centaines de kilomètres, on a vu émerger des organisations à mésoéchelle spontanément. Et donc c'est l'origine, enfin c'est ce qu'on a appelé l'auto-organisation de la convection. Et ça a vraiment complètement changé notre vision de l'organisation de la convection. Alors, une illustration de ce papier. Donc, dans cette étude, ils utilisent un domaine de 500 km par 500 km. La simulation est initialisée au départ avec des conditions complètement uniformes. Donc, il n'y a pas de gradient d'insolation, pas de gradient de température à la surface, il n'y a pas de rotation, il n'y a rien. Donc, en théorie, on ne s'attend pas à avoir une organisation quelconque de la convection. Et on a au départ des nuages qui sont répartis un peu aléatoirement dans le domaine. Et au bout de quelques dizaines de jours, l'atmosphère génère spontanément une organisation et forme des zones sèches et humides, donc avec un gros amas nuageux ici, par exemple, et du ciel clair et de l'air sec dans tout le reste du domaine. Voilà, donc ça nous montre que l'interaction des nuages avec l'environnement, seul, sans forçage dynamique d'aucune sorte ou forçage par la surface ou quoi que ce soit, peut générer une organisation à mésoéchelle. Alors si on regarde l'évolution de cette auto-agrégation dans le temps, donc là j'aurais pu montrer une animation, mais là c'est une série de snapshots entre le début de la simulation et la fin. Donc au départ, une simulation qui démarre avec des distributions complètement random des nuages et qui évolue progressivement vers une structure comme ça, beaucoup plus agrégée. Et alors, si jamais on regarde les zones sèches et humides, donc les zones sèches ici, elles sont en bleu, ça donne un peu l'impression qu'en fait, c'est les zones sèches qui tendent à grossir, à s'étaler, comme on voit ici, et la convection qui apparaît en rouge tend à se former sur le bord de ces zones sèches. Et à mesure que les zones sèches s'étalent, en fait, la convection est de plus en plus forcée à se concentrer en fait, entre ces zones sèches, et squeezer entre ces zones-là, jusqu'à finalement ne former plus qu'un seul patch. Alors selon les modèles, selon la taille du domaine, etc., on peut avoir soit un patch, soit plusieurs patchs, mais la convection de toute façon s'agrège en amas. Et ça a été, ça a été un aspect qui a changé aussi notre façon d'aborder la question de l'organisation des nuages, parce que jusque-là, quand on voulait comprendre l'organisation des nuages, on avait tendance à étudier les nuages et ce qui se passait dans les nuages. Et en fait, à partir de ces études, on a commencé à se dire que peut-être pour comprendre l'organisation de la convection, il fallait regarder ce qui se passait en dehors des nuages, et notamment dans les zones ciel clair. Et ce qui a été montré par pas mal d'études ensuite, c'est l'importance des phénomènes radiatifs dans les zones ciel clair, qui sont très sèches. On a un refroidissement radiatif infrarouge vers l'espace qui est très fort et qui peut générer des circulations subsidantes qui connectent les zones sèches et humides et qui peuvent mettre en route le processus d'auto-agrégation et maintenir la circulation ensuite. Je en reparlerai plus tard. Alors là, j'ai parlé de simulation avec des modèles Cloud Resolving, donc qui résolvent la convection profonde. Le même genre de phénomène se produit aussi pour la convection peu profonde. Donc là, on étudie ça non pas avec des modèles Cloud Resolving, mais avec des modèles Large Eddy Simulation. Donc c'est des modèles qui ont des résolutions typiquement de quelques centaines de mètres, parfois moins même, qui sont utilisés sur des domaines aussi un petit peu plus petits forcément, hein, du fait de leur résolution. Donc pareil, là c'est une autre étude de Chris Bretherton où il démarre avec une simulation forcée de façon homogène. Et en quelques heures, on commence à voir une organisation émerger.
qu'on voit à la fois dans les champs de vapeur d'eau et dans les nuages. Donc ça a l'air d'être un phénomène assez fondamental en fait, de l'atmosphère en équilibre radiatif convectif que d'avoir cette tendance à générer de l'organisation spontanément. Alors là, une des questions ensuite qui s'est posée, c'est est-ce que ces choses-là sont importantes pour le climat ou est-ce que c'est juste très joli, enfin ça donne des organisations qui sont très belles à voir, mais est-ce que cette chose-là a une importance pour le climat? Et donc à grande échelle, est-ce que l'organisation à petite échelle des nuages a un impact sur la grande échelle? Alors c'est aussi une question qui a été très stimulée par cette première étude, parce qu'en plus de montrer ce phénomène d'auto-agrégation de la convection, ce qui montre dans cette étude, c'est que l'état de l'atmosphère à grande échelle, donc en moyenne sur tout le domaine, est extrêmement différent selon qu'on est dans cet état-là ou dans cet état-là. Et notamment, le profil d'humidité relative, donc l'humidité de l'atmosphère, évolue très fortement. Donc au départ, on a une atmosphère qui est relativement humide, et quand on est dans un état agrégé comme ça, l'atmosphère est extrêmement sèche au-dessus de la couche limite. Donc ça a un impact à grande échelle. Ça a aussi un impact sur la distribution des nuages. On observe une diminution des nuages hauts, par exemple, quand on est dans cet état-là, et un impact important sur le bilan radiatif, donc sur les échanges radiatifs entre la Terre et l'espace. Alors ça, on a regardé ici des simulations numériques très idéalisées, puisque c'est ce qu'on appelle les simulations d'équilibre radiatif convectif, où tout est absolument homogène, il n'y a pas de rotation, il n'y a rien de tout ça. La question qui s'est posée à la suite de ces études, c'est si jamais dans la nature, en fait, est-ce que ça avait une quelconque résonance avec l'organisation qui se produisait vraiment dans la nature, où là, on a des tas de gradients de température à surface, on a de la rotation, on a des ondes tropicales, on a plein de choses qui déjà peuvent générer de l'organisation de la convection. Et donc c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder en analysant des observations satellites, où on s'est dit on va caractériser l'état d'agrégation de la convection donc à partir d'images des satellites géostationnaires par exemple, ou dans un domaine de taille donnée, similaire à un domaine de simulation CRM par exemple. On compte le nombre d'amas nuageux, enfin le nombre de nuages, et puis on regarde leur espacement, et donc on définit des indices comme ça pour quantifier l'état d'agrégation de la convection, et puis on regarde ensuite comment l'atmosphère à grande échelle, donc en moyenne sur tout le domaine, diffère selon l'état d'agrégation de la convection. Et ce qu'on voit quand on fait cette chose-là, donc on essaie de comparer des situations comparables, c'est-à-dire des situations qui ont des degrés d'agrégation de la convection différents, mais qui sont forcés, qui ont le même forçage de grande échelle, donc les mêmes températures de surface, la même circulation de grande échelle, etc. Et quand on fait ça sur un très grand nombre de cas dans les tropiques, on se rend compte que dans les observations, effectivement, on trouve que l'atmosphère est plus sèche quand on a plus d'agrégation de la convection qu'autrement. Et on a également une forte variation de la couverture nuageuse moyenne sur tout le domaine quand on est plus agrégé. Donc en fait, dans les observations, on voit des choses assez cohérentes avec ce que montrent ces simulations extrêmement idéalisées des modèles. Alors une autre façon de regarder l'équilibre radiatif convectif dans les observations, c'est non pas de considérer une région donnée, mais de regarder l'ensemble de la bande tropicale, donc entre 30 sud et 30 nord, où là, par définition, on a une circulation moyenne de 0. Et par contre, à l'intérieur, on a des circulations, etc., comme dans les simulations CRM grand domaine. Et donc on s'est dit, on va caractériser l'organisation à l'échelle de l'ensemble de la bande tropicale, et on va regarder aussi comment l'évolution de cette organisation varie avec la grande échelle, ou plutôt comment la grande échelle varie avec l'organisation. Donc pour ça, on a encore utilisé des données géostationnaires sur l'ensemble des tropiques. On a détecté les endroits où on avait la convection profonde. Donc là, on ne regarde que l'organisation de la convection profonde. Et on a caractérisé l'état d'agrégation de la convection
en regardant les distributions de distance entre les nuages les plus proches voisins. Donc, sur l'ensemble des tropiques, ça c'est la distribution des distances entre nuages qu'on a. Donc l'essentiel des nuages sont séparés de moins de 200 km. Donc ça correspond à ce qu'on appelle la mésoéchelle, c'est-à-dire qu'on définit typiquement dans une gamme d'échelles entre quelques kilomètres à 200 km. Donc ça tombe vraiment pile là-dedans. Et alors ensuite, on regarde la distribution cumulée de ces distances. Donc c'est la courbe en noir, et on la compare à la distribution qu'on aurait si on avait une distribution purement aléatoire des nuages, qui là, cette distribution est donnée par une distribution de Poisson et donnée analytiquement. Et donc en comparant la distribution cumulée qu'on obtient réellement d'après les observations avec une distribution de Poisson, on peut définir un index. En gros, si jamais on avait une distribution aléatoire, on serait sur cette première bissectrice. Donc si on intègre l'espace entre ici jusqu'à la première bissectrice, on aurait une surface de 1,5. Et si jamais on a une distribution plus agrégée, on est au-dessus de la première bissectrice, on a un index qui est supérieur à 1,5. Voilà, donc c'est comme ça qu'on définit un index d'organisation. C'est Adrian Tompkins et Adi Sussemi qui ont fait ça, qui nous permettent de quantifier à grande échelle l'état d'agrégation de la convection en le comparant à un état purement aléatoire. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté de comment on définit les nuages? Si, alors on peut faire ça différemment. On peut utiliser par exemple la précipitation pour définir les zones de convection profonde. On peut utiliser l'infrarouge. Ouais. Mais bon, au premier ordre, ça donne des choses assez comparables. Donc, si jamais on calcule cet indice d'organisation toutes les 3 heures sur 20 ans de données, on voit que l'organisation varie énormément au cours du temps avec des différents modes de variabilité, notamment ça varie très fortement à l'échelle intrasaisonnière et à l'échelle interannuelle. Donc ça, c'est une échelle, une série temporelle des variations d'organisation, donc beaucoup de variations. Et donc on s'est demandé si jamais on avait, en même temps que ces variations d'organisation, des variations dans l'état à grande échelle de l'atmosphère. On a regardé par exemple l'humidité moyenne de la zone tropicale à partir d'observations satellites dans le micro-ondes. Et on trouve qu'on a effectivement une anticorrélation assez forte. Quand on a une agrégation plus forte de la convection, on a une atmosphère qui est plus sèche en moyenne sur tous les tropiques. On peut regarder aussi la distribution spatiale des anomalies d'humidité associées à ces variations d'organisation, et on voit que cet assèchement est assez réparti sur l'ensemble des tropiques, à l'exception de ce qui se passe sur le centre du Pacifique ici. Et ensuite, on peut regarder si ça a un impact sur le bilan radiatif, comme ça a été montré dans les simulations CRM. Et là encore, on trouve qu'on a une forte anticorrélation entre les deux. Quand l'atmosphère est plus agrégée, on a un refroidissement radiatif net, c'est-à-dire que les tropiques se refroidissent radiativement vers l'espace. Donc, à partir d'observations, on a la démonstration qu'il semble y avoir une influence entre le degré d'organisation de la convection à mésoéchelle et l'état de l'atmosphère à grande échelle. Donc, ce qui suggère que c'est important pour le climat. Et là, c'est qu'un des aspects du climat, évidemment, le bilan radiatif. Ce qu'on a montré également, c'est que l'organisation de la convection était importante pour d'autres aspects du climat, notamment, par exemple, sur l'intensité des précipitations extrêmes. Et on pense que l'organisation de la convection est importante aussi pour certains modes de variabilité naturelle du climat. Par exemple, ce qu'on appelle les oscillations de Madden-Julian, qui sont des oscillations à l'échelle intrasaisonnière qui se propagent sur toute la bande tropicale. Et il a été proposé que ces oscillations étaient en fait une manifestation à grande échelle de l'auto-agrégation de la convection. Alors là, j'ai parlé d'organisation de convection profonde. Maintenant, on va parler d'organisation de convection peu profonde. Donc, on va revenir du côté de Barbados, puisque c'est là qu'on les a les plus analysés. Donc,
on a essayé de caractériser cette organisation à partir d'images satellites. Et donc la première façon de faire ça, c'est déjà de regarder les images satellites, un grand nombre d'images, et puis d'arriver à détecter des patterns un peu récurrents. Donc c'est ce qu'on a fait pendant une petite séance de travail de quelques jours, où on était dans une pièce, on était une dizaine, on a regardé je ne sais pas combien de centaines d'images, et on a essayé de repérer des organisations récurrentes, et on en a repéré 4, auxquelles on a donné des petits noms. Donc Sugar, parce que c'est des cas où on a des tout petits nuages comme ça qui ressemblent à du sucre sur l'océan. Fish, parce qu'on a des sortes de grandes structures comme ça qui ressemblent un peu à des arêtes de poisson. Gravel, et puis les fleurs. Donc on a identifié ces images visuellement, et ensuite cette classification a été utilisée par différentes personnes pour entraîner des algorithmes de machine learning, de reconnaissance automatique, et qui retrouvent ces différents patterns. Et puis on peut aussi utiliser l'intelligence non artificielle pour aussi essayer de reconnaître ces patterns de façon automatique dans les images satellites, ce qu'on a fait également, où on a défini 2 métriques qu'on calcule à partir des images infrarouges au sommet de l'atmosphère. Un qui est l'indice d'organisation dont je parlais tout à l'heure, qu'on a utilisé aussi pour la convection profonde, donc qui repose sur la distribution de distance entre les nuages. Et puis une autre métrique qui est la taille moyenne des nuages, des amas nuageux. Et donc dans cet espace à 2 dimensions, on a plein de situations. Et on peut définir 4 situations un peu extrêmes, en prenant les terciles extrêmes dans chacune des directions. Donc ça définit 4 cadrans. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, chacun de ces cadrans correspond à un de ces patterns. Donc ce qui veut dire qu'en fait, on a tout un continuum d'organisation de nuages, mais que les organisations qu'on reconnaît le mieux à l'œil, en fait, correspondent aux cas un peu extrêmes d'organisation qu'on peut trouver. Voilà. Ensuite, donc comme on avait cette façon automatique de reconnaître les patterns sur 20 ans de données, on a pu regarder comment ils se reliaient aux conditions environnementales, par exemple. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a 2 conditions météorologiques qui ont l'air d'être les plus influentes sur l'organisation. La première, c'est l'intensité du vent à la surface. Donc, par exemple, ce qui va discriminer le fait d'avoir plutôt ce type d'organisation ou plutôt ce type d'organisation, c'est si jamais il y a peu de vent, on a ça, et s'il y a beaucoup de vent, on a plutôt ça. Et puis l'autre paramètre important, c'est la stabilité de l'atmosphère dans les basses couches, et qui définit le fait d'avoir plutôt des organisations avec des petits nuages ou des plus gros nuages comme ça. Et on a regardé l'impact radiatif de ces différentes organisations aussi, puisque dès qu'on pense climat, dynamique du climat, on pense au bilan radiatif. Et donc ce qu'on montre, c'est que ces différents patterns de nuages ont des impacts radiatifs très différents, ce qu'on comprend assez bien quand on regarde ces images, en fait, puisqu'au premier ordre, l'impact radiatif des nuages, donc la capacité des nuages à refroidir la Terre, si vous voulez, dépend beaucoup de la fraction totale couverte par les nuages. Et quand on a des organisations comme ça, on a des nuages qui sont plus étendus, et donc on réfléchit plus le rayonnement solaire. Donc ça refroidit plus que si on a des tout petits nuages comme ici. Et donc le fait que ces organisations de nuages aient un impact un peu différencié et assez fort sur le bilan radiatif nous fait dire que ça peut jouer un rôle important potentiellement dans les rétroactions nuageuses, c'est-à-dire lorsque le climat change, par exemple sous l'effet d'un réchauffement global, on peut avoir des différents types d'organisations qui deviennent plus ou moins importantes. Par exemple, on peut passer de ce type d'organisation à ce type d'organisation. Et dans la mesure où ils ont des effets sur le rayonnement différents, ça peut générer des rétroactions et amplifier le réchauffement.
Oui. Tu parles d'albédo ou bien de refroidissement radiatif Là, c'est refroidissement radiatif, mais c'est très lié à l'albédo, en fait. C'est l'effet net des nuages sur le bilan radiatif, donc ça prend à la fois l'effet infrarouge et l'effet d'albédo. Mais c'est l'effet d'albédo qui domine pour les nuages bas, donc c'est essentiellement lié à l'albédo. Voilà, donc il semble que l'organisation à mésoéchelle de la convection soit importante pour le climat, et donc ça pose la question de s'il faut reproduire ces choses-là pour étudier la dynamique du climat. Alors pendant longtemps, la question ne se posait pas vraiment, puisque les modèles qui généraient de l'organisation de la convection en fait, étaient utilisés sur des tout petits domaines et ne permettaient pas de faire du climat. Aujourd'hui, on commence à avoir des simulations globales à mésoéchelle, donc des simulations qui représentent cette organisation de la convection, enfin, en tout cas des simulations où on voit une génération spontanée d'organisation de la convection. Bon, ça, c'est juste une illustration d'une simulation à 1 km de résolution globale. Tout à l'heure, tu as défini la mésoéchelle comme étant 200 mètres. De 2 km à 200 km. Donc avec une résolution d'1 km, on commence à avoir des organisations mésoéchelles. Donc, dans ces simulations, on voit de l'organisation à mésoéchelle. La question, c'est est-ce que cette organisation est réaliste? Et d'ailleurs, quand on compare les différents modèles mésoéchelle globaux, alors pas forcément à 1 km de résolution, mais à 5 km de résolution globale, par exemple, on voit qu'ils ne représentent pas l'organisation de la même façon. Il y a certains modèles qui agrègent davantage la convection que d'autres. Donc ça pose la question des mécanismes physiques qui sous-tendent cette organisation. Et si jamais on utilise ces modèles pour faire des études de changement climatique, ça pose la question de comment l'organisation va changer avec le réchauffement et est-ce qu'on peut croire à ce que disent ces modèles. Et la seule façon de pouvoir répondre à cette question, c'est de tester que ces modèles génèrent une organisation pour les bonnes raisons, donc avec les bons mécanismes physiques. Et donc, ça nous fait revenir aux mécanismes physiques qui sont importants pour cette organisation. Et alors ça, c'est un domaine sur lequel il y a eu beaucoup d'études depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Beaucoup dans des cadres très idéalisés, donc dans le cadre de l'étude de l'auto-agrégation de la convection dont on parlait au départ. Et donc ça, c'est une figure d'un papier de review de Caroline, qui résume un peu les principaux mécanismes physiques qui ont été montrés comme vraiment jouant un rôle important dans ce mécanisme. Donc un mécanisme important, enfin un processus important, c'est le rayonnement. Et c'est le rayonnement à la fois en ciel clair et en ciel nuageux. Alors rayonnement en ciel clair parce que donc on pense que c'est le rayonnement ciel clair qui peut donner des instabilités qui démarrent le processus d'auto-agrégation de la convection. Quand l'atmosphère est très sèche, ça refroidit l'air, enfin on a un fort refroidissement infrarouge vers l'espace, ça refroidit l'air, ça peut générer des subsidences qui assèchent encore plus l'atmosphère et donc ça s'amplifie. Et cette forte subsidence génère des circulations à mésoéchelle qui vont connecter les zones sèches et humides et renforcer le mécanisme d'organisation. Et les effets radiatifs dans les nuages peuvent également jouer un rôle dans la maintenance de cette organisation. Donc les circulations à mésoéchelle dans les basses couches, comme je disais, jouent un rôle, on pense, très important aussi dans le développement de cette organisation. Les processus de mélange turbulent entre les nuages et l'environnement également. La précipitation, l'évaporation de la précipitation pendant sa chute et la formation de poches froides, donc qui sont ces poches d'air froid sous les nuages, qui sont formées par la réévaporation de la précipitation et qui s'étalent et qui vont influencer la formation des nuages un peu plus loin. Et puis les ondes de gravité générées par les nuages convectifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les études, en fait, l'importance relative de ces différents mécanismes est très variable. Par exemple, il y a des études qui vont montrer que le rayonnement et la précipitation sont absolument fondamentales pour la mise en place de l'organisation, et dans d'autres études, ce n'est pas nécessaire. L'organisation se fait quand même par d'autres mécanismes.
Donc du fait donc on voit bien que décrire uniquement l'organisation par une liste de processus qui ont l'air importants, ça ne suffit pas. On a envie d'une compréhension un peu plus conceptuelle du phénomène. Et c'est ce qui commence à se faire. Enfin, il y a George Craig et Julia Windmiller, par exemple, qui ont fait des études super intéressantes là-dessus, qui montrent qu'en fait, on peut expliquer ce genre d'auto-agrégation de la convection à partir du moment où on a deux mécanismes qui se superposent, qui jouent ensemble. Un mécanisme, alors si on prend l'humidité comme la variable traceur un peu de l'organisation, un mécanisme qui amplifie localement les anomalies d'humidité et un mécanisme qui connecte les zones sèches et humides, quel que soit ce mécanisme. À partir du moment où on a deux types de mécanismes jouant ensemble, on a une organisation qui émerge et un changement d'échelle, comme on a ici. Donc, c'est un framework qui est vraiment intéressant pour comprendre l'organisation de la convection et expliquer pourquoi elle est si répandue en fait, dans la nature. Ce qui serait super, c'est de pouvoir connecter ce genre de framework pouvoir l'utiliser pour interpréter la diversité des organisations qu'on peut voir en fonction des conditions environnementales. Par exemple, pourquoi est-ce que quand l'intensité du vent de surface augmente, on a une organisation qui se fait plutôt d'une façon ou d'une autre, et qu'est-ce qui explique l'échelle spatiale de l'organisation. Et puis de relier de mettre des processus derrière chacun de ces mécanismes ici un peu généraux. Donc quels sont les mécanismes physiques qui peuvent amplifier localement les variations d'humidité, ou quels sont les mécanismes qui peuvent connecter les zones sèches et humides, et connecter ça aux observations. Donc ça, ce sont des choses qui restent à faire. Il y a c'est assez stimulant en tout cas. Et quand on pense aux observations et aux mécanismes physiques qui contrôlent l'organisation dans la nature, on a plutôt ce genre d'image en tête. Donc les nuages convectifs trouvent leur racine, si vous voulez, dans la couche limite, et notamment dans la présence de structures cohérentes dans la couche limite du type de thermique, qui sont liées à la turbulence. Donc il y a la turbulence petite échelle, et il y en a la formation de structures cohérentes d'un peu plus grande échelle, et que ces thermiques donnent naissance à des nuages quand on dépasse le niveau de condensation. Des nuages qui vont avoir différentes tailles à leur base. Il va y avoir des nuages très petits ou des nuages avec des plus grosses bases. Et selon la taille de la base des nuages, le nuage va pouvoir se développer plus ou moins verticalement. Parce que plus la taille des nuages est grande, plus l'air qui est au centre des nuages est protégé des phénomènes d'évaporation qui se produisent sur le bord du nuage. Et donc plus on va pouvoir générer des courants ascendants assez forts et qui vont monter assez haut dans les nuages. Voilà. Et donc on a tous les mécanismes qu'on citait précédemment qui étaient importants pour l'auto-organisation de la convection. Ils sont importants dans la nature, dans des cas réels comme ceci. Et on a envie de comprendre comment l'organisation, l'espacement des nuages se relient à ces différents mécanismes. Et pour ça, on pense qu'une façon, alors il y a plein de façons possibles d'approcher le problème, mais une approche qui, en tout cas moi, me paraît assez intéressante, c'est de regarder ce qui se passe à la base des nuages. Parce que la base des nuages, c'est l'interface entre la couche limite et puis les nuages. Et c'est là où se passe beaucoup de choses, et c'est potentiellement un des orchestrateurs de l'organisation. Et il se trouve que pendant la campagne Eureka, donc on a organisé il y a 3 ans pour regarder complètement autre chose, au départ, on a fait beaucoup de vols à la base des nuages. Et pendant qu'on volait à la base des nuages, on avait la télédétection de lidar, radar à l'horizontale. Donc on regardait à travers le hublot de l'avion, on sondait l'atmosphère à l'horizontale, et ça nous a permis comme ça de regarder, entre autres, la distribution des tailles de nuages à la base. Et alors je ne sais pas où j'en suis en temps. Il reste 5 minutes. Ok. Et ce qu'on trouve dans ces observations Eureka, c'est que donc on a une distribution de taille de nuages de ce type, donc avec énormément de tout petits nuages et puis
un peu moins de gros nuages. Et on peut fitter assez bien ces distributions de taille de nuages comme la somme de deux exponentielles, donc qui correspondent à comme si on avait un mélange de deux populations de nuages. Une population qui représente l'essentiel des nuages, 90% des nuages, qui sont associés à une taille moyenne de nuages très très petite, 160 mètres, donc qui est la taille moyenne des thermiques, en fait, de couche limite. Et puis un deuxième mode qui est moins fréquent et qui est associé à des nuages en moyenne plus gros. Et la taille moyenne de ces nuages, c'est la taille de la couche limite. Donc il y a l'air d'avoir un aspect assez géométrique dans cette histoire-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette distribution de taille de nuages varie énormément avec l'organisation à mésoéchelle de la convection. Donc là, j'ai représenté différentes distributions de taille de nuages associées à différents jours ou différents vols qu'on avait fait pendant la campagne. Donc il y a des jours où on a un seul mode, on a juste ce premier mode ici, et ça correspond à des organisations de ce type, ce qu'on appelait Sugar, donc des petits nuages tout petits. Et puis de temps en temps, on a plus ou moins de ce deuxième mode. Et quand on a des grosses flowers, par exemple, on a un deuxième mode qui est plus important. Donc ça suggère, en tout cas ces résultats, qu'on a peut-être une façon de comprendre l'organisation à mésoéchelle de la convection en comprenant l'interface entre la couche limite, les nuages et leur espacement. Et donc en gros, pour résumer un petit peu la façon dont on voit les choses, dans la couche limite, on a un certain nombre de structures cohérentes, comme des thermiques, des poches froides aussi, générées par l'évaporation des précipitations. Ces structures cohérentes vont contrôler dans une certaine mesure la distribution de taille des nuages à la base, avec des petits nuages quand ils sont juste alimentés par un thermique, ou des bases plus grandes si on a plusieurs thermiques côte à côte, par exemple. La taille horizontale des nuages à la base va contrôler en grande partie la géométrie verticale des nuages, avec les grandes bases qui vont donner les grands nuages et les petites bases des petits nuages, pour des raisons physiques qu'on comprend à peu près. Et cette géométrie des nuages va expliquer dans une certaine mesure l'espacement entre les nuages, donc la géométrie horizontale, qui elle-même va contrôler la distribution de la vapeur d'eau entre les nuages. Donc plus l'air vient de haut en altitude et plus il descend, plus l'air est sec quand il descend. Donc quand on est loin des nuages les plus profonds et qu'on descend dans l'atmosphère, on peut avoir de l'air extrêmement sec et du coup associé à un refroidissement radiatif très fort qui peut donner naissance à des circulations mésoéchelles qui vont connecter les zones sèches et humides. Donc il nous semble qu'on a potentiellement une grille de lecture pour expliquer l'organisation à mésoéchelle de la convection à partir de différents processus qu'on peut observer. Et donc pour étudier ces choses-là, on prévoit de faire une campagne l'année prochaine, en août-septembre au Cap-Vert, avec un avion qui sera équipé de mesures de turbulence, de microphysique, etc., et de beaucoup de télédétection, lidar, radar, pour sonder l'atmosphère dans toutes les directions et pouvoir de cette façon caractériser à la fois la présence des structures cohérentes, la géométrie des nuages, la distribution de la vapeur d'eau. On aura différentes façons de mesurer la circulation à mésoéchelle. Et de cette façon, on pourra tester les idées de mécanismes physiques qui viennent de la modélisation et tester aussi l'universalité de ces mécanismes entre la convection profonde et peu profonde. On pense qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre ces deux types de convection. Et au Cap-Vert, en été, on a à la fois la convection profonde et peu profonde. Donc c'est une bonne façon de tester ces choses-là et de voir aussi comment ces processus dépendent des conditions de grande échelle. Voilà, et donc je terminerai avec ce résumé. Donc, la convection s'organise à mésoéchelle de plein de façons différentes, comme vous avez pu le voir. Qu'on pense maintenant que cette organisation peut être générée uniquement par l'interaction entre les nuages et leur environnement, même sans forçage extérieur, que c'est important pour le climat et que par conséquent on se pose la question de comment ces choses-là pourraient évoluer dans le futur, avec un potentiel de rétroaction radiative important.
Il y a eu beaucoup d'études de modélisation ou théoriques de ces questions-là qui suggèrent plein d'idées de comment ça marche et qui n'ont pas encore été beaucoup testées à partir d'observations. Donc ce sont des choses qui restent à faire. On a aussi envie de tester l'universalité de ces mécanismes. Et donc c'est des choses qu'on prévoit de faire dans l'avenir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sandrine pour cet exposé super pédagogique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Deux petites questions. Donc sur NT transparent, sur l'index d'agrégation, j'ai vu qu'en 98, il y avait un pic. 98, c'est un ENSO majeur. On sait que l'ENSO, suivant les phases de l'ENSO, il y a des variations du bilan au sommet de l'atmosphère. Donc est-ce que tu penses que finalement, c'est les changements d'agrégation lors des événements chauds ou froids qui drive, si j'ose dire, la majorité de l'effet de l'ENSO sur le bilan radiatif? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est sur les phases de l'MJO. On sait qu'il y a des phases de l'MJO qui sont propices à des déconnexions extratropicales. Est-ce que quelqu'un a regardé si ces phases-là étaient particulièrement spéciales au niveau de l'agrégation ou pas? Voilà. Alors, sur la première question, en fait, on peut retirer toutes les années El Niño de la longue série temporelle d'agrégation qu'on a, et ça ne change pas les relations moyennes entre l'agrégation et le bilan radiatif. Donc, au premier ordre, ce n'est pas ça qui drive la relation. Cela dit, les changements d'agrégation qui ont lieu pendant les événements ENSO sont importants et ça doit jouer un rôle. Mais voilà, au premier ordre, ce n'est pas ça qui drive la relation. Et sur le lien entre l'agrégation et la MJO, donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit un lien statistiquement. Et il y a des gens qui pensent vraiment que la MJO, c'est une expression à grande échelle de l'auto-agrégation de la convection. Et que les mécanismes importants pour la MJO sont un peu similaires aux mécanismes importants pour l'agrégation. Donc il y a certainement un lien, mais ce lien reste à étudier davantage. Ouais. Et si je peux rajouter quelque chose sur ce plan-là, il se trouve que la semaine dernière, j'ai fait des premières analyses d'agrégation de la convection dans les modèles CRM globaux, dans 2 modèles différents. Et il se trouve que les modèles qui représentent le plus d'agrégation de la convection sont les modèles qui ont la meilleure MJO. Enfin, sur n égale 2. Il se trouve qu'il y a cette corrélation sur ces 2 modèles. C'est quoi MJO? Ah pardon, c'est une oscillation de Madden-Julian, ça veut dire. C'est une oscillation planétaire, enfin d'échelle planétaire, c'est-à-dire que c'est une anomalie convective qui se déplace vers tout autour, qui fait le tour de l'équateur en 30-50 jours. Donc ça se déplace assez lentement autour de l'équateur. Et c'est l'objet de multiples études de météorologie tropicale depuis des dizaines d'années, à essayer de comprendre l'origine de ce phénomène-là. Ça ne s'explique pas vraiment par toutes les théories d'ondes tropicales classiques. Et donc, voilà, le fait que ça puisse être une manifestation de l'auto-agrégation de la convection, c'est une nouvelle théorie pour la MJO qui intéresse pas mal les gens. Merci beaucoup pour votre exposé qui était très inspirant. Les histoires d'agrégation de nuages, ça ressemble beaucoup à des phénomènes critiques en physique. Et on peut pas mal apprendre des choses en regardant aussi la composante dynamique des corrélations. C'est-à-dire que là, quand vous regardez la façon dont les choses se distribuent spatialement, donc notamment avec ces distributions, est-ce que vous avez aussi regardé une composante temporelle? Est-ce qu'il y a une sorte de corrélation spatio-temporelle? Alors, pas moi. Les gens qui font des études un peu théoriques de l'auto-agrégation ont regardé ça, par contre, et ils regardent si ça varie en racine carrée du temps ou des choses comme ça. Donc, eux, ouais, ils regardent ça. Moi, je n'ai pas regardé. Les données seraient suffisantes pour regarder ce genre de choses? Oui. Avec des gens qui savent comment le regarder, oui. Merci. Sans doute. D'autres questions? Oui, Caroline. Merci, c'était très intéressant. Et j'ai une question sur les hautes résolutions globales. Est-ce que, donc tu as dit que tu avais commencé à regarder, mais je me demandais si tu voyais le même genre de signaux que tu vois dans les satellites géostationnaires sur le spectre d'Ajorg ou sur le lien avec l'humidité relative ou les nuages hauts.
Tu as regardé déjà sur les... Alors, je n'ai pas regardé encore les spectres. J'ai commencé à regarder le lien avec le bilan radiatif et les deux modèles reproduisent, enfin les deux modèles, mais il y a plusieurs versions de modèles. Donc toutes les versions du modèle reproduisent l'anticorrélation entre l'agrégation et le bilan radiatif net à l'échelle de tous les tropiques. Aussi le lien avec la vapeur d'eau, on le voit, plus fort dans un modèle que dans l'autre. Par contre, c'est ultra préliminaire, hein, mais la relation entre l'agrégation et la température de surface a l'air très variable entre les deux modèles. Ouais. Ils étaient couplés les deux. Ouais. Est-ce qu'on sait si, en changement climatique, l'agrégation a tendance à devenir plutôt plus forte, moins forte, ou est-ce que ça ne change pas, ou est-ce qu'on sait pas encore ? C'est une grande question parce que les modèles ne sont pas du tout d'accord sur la réponse. Ça dépend des modèles en fait. D'accord. Ça dépend des modèles. Ouais. Alors, j'en ai pas parlé là, mais le phénomène d'auto-agrégation de la convection, on peut le regarder aussi à partir de modèles climatiques, donc basse résolution. Donc là, ce n'est pas de l'organisation à mésoéchelle, puisque la mésoéchelle n'est pas représentée par ces modèles, mais c'est de l'organisation à grande échelle de la convection. Il y a aussi un phénomène d'auto-agrégation qui se produit dans ces modèles et qui tend à se renforcer dans un climat plus chaud, dans ces modèles. Voilà. Mais dans les modèles mésoéchelle, le lien avec la température est beaucoup moins fort et parfois inexistant. Et, voilà. Mais ouais. Okay, on ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Okay. Peut-être prendre une dernière question. Moi j'ai une petite question sur la définition des 4 types d'organisation que vous avez montré. Et vous avez montré un graphique de IORG versus mean size. Est-ce que celle-là est la définition des 4 organisations, des 4 types d'organisation? Est-ce que c'est une définition c'est une des façons de caractériser l'organisation, en tout cas pour la convection peu profonde. Oui, non, mais ma question était quelle est exactement la définition des gravel sugar? Au départ, c'était défini uniquement visuellement, d'accord? Ok, donc on voit l'image. Ouais. C'était complètement subjectif en fait, visuel. Ensuite, par des outils de machine learning, on peut retrouver les patterns aussi si on les éduque à partir de cette base de données d'origine visuelle. Mais ce que je montrais après, c'est qu'avec ces deux indices d'organisation, IORG et le mean size, on peut voir une correspondance aussi avec ces... Donc les couleurs de ces graphes-là sont mis on voit les images et on met les couleurs, pas avec un algorithme. On a défini 4 classes à partir des 2 métriques de façon complètement arbitraire. Et ensuite, on a regardé à quelles organisations identifiées visuellement correspondaient chacune des classes. Oui, ok. A posteriori. Et on a vu qu'il y avait une correspondance. Parfait, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Question naïve, universalité des mécanismes. Est-ce que vous entendez quoi? Les mécanismes en tant que tels ou est-ce qu'on peut avoir des adimensionnalisations et espèces d'équilibre, universalité à la Monino-Bukov, etc. C'est quoi l'universalité des mécanismes? Alors c'est entre autres le fait que donc, la convection peut prendre différentes formes et notamment elle peut être soit profonde, soit peu profonde. Et on pense qu'il y a beaucoup de points communs dans les mécanismes qu'organise la convection profonde et peu profonde et aussi les transitions entre convection profonde et peu profonde. Donc il y a de ça dans l'universalité. Il y a aussi le fait que la dépendance de l'organisation aux conditions de grande échelle, en fait, c'est toujours un peu les mêmes mécanismes qui sont en jeu, sauf que le poids relatif des différents mécanismes varie en fonction de la vitesse verticale de grande échelle, par exemple. Et donc, on aimerait bien pouvoir montrer ça aussi. Et l'universalité aussi entre les régions.
de ce point de vue-là, par exemple, ce qu'on prévoit de faire dans le projet que je discutais tout à l'heure, Maestro, donc on va avoir une campagne aéroportée qui va regarder les choses très en détail sur une petite région du Cap-Vert. Et après, on voudrait utiliser les observations satellites pour généraliser ce qu'on aura appris au Cap-Vert sur l'ensemble de la bande tropicale. Et on peut le faire parce que maintenant, on va avoir des satellites qui nous permettent de généraliser ce qu'on va voir à petite échelle sur la grande échelle. Merci beaucoup, Sandrine.